Dans le nord du Burkina Faso, un renversement chiffré surprend. Des routes encore naguère vides se remplissent, les marchés bourdonnent, et les puits, longtemps délaissés, redeviennent des points de passage quotidiens, là où la peur dictait l'itinéraire. Que change ce tempo pour Ibrahim Traoré et les familles? Peut-être qu'un pays teste jour après jour si la stabilité peut vraiment naître de gestes tenus, un étal rouvert, une classe réoccupée, un trajet vers l'eau sans escorte, puis l'idée, encore fragile, qu'on peut rester ensemble au lieu de fuir à la prochaine alerte. Ce chapitre fait une promesse précise: expliquer comment des avancées locales, parfois presque invisibles, peuvent modifier un équilibre national longtemps figé par la violence. L'enjeu n'est pas de célébrer une victoire spectaculaire, mais de comprendre un mécanisme. Lorsque des routines ordinaires reviennent, elles réorganisent silencieusement la vie collective. Dans le nord du Burkina Faso, chaque marché rouvert, chaque puits réparé, chaque classe occupée agit comme un test grandeur nature de la stabilité. Ces gestes, pris isolément, semblent modestes. Mis bout à bout, ils redessinent la carte humaine d'un territoire meurtri. L'intérêt pour le spectateur est clair. En quelques minutes, saisir pourquoi la sécurité ne se mesure pas seulement en opérations, mais en comportements observables et répétés. Derrière cette lecture se cache un enjeu plus large. Si un espace longtemps abandonné peut se rééquilibrer ainsi, cela interroge la manière dont un État se rend présent au quotidien. Comprendre ce lien aide à lire autrement l'action politique et ses limites, au-delà des discours et des symboles visibles. Plus d'1 million de personnes déplacées ont commencé à rentrer, inversant une dynamique jugée irréversible. Ce chiffre, confirmé localement, indique qu'un territoire longtemps vidé retrouve une densité humaine suffisante pour réinstaller des routines viables. Derrière cette inflexion, le contexte mérite d'être resserré pour comprendre ce qui change réellement et ce qui ne change pas encore. Pendant des années, l'effondrement sécuritaire avait remodelé la carte humaine du nord du Burkina Faso. Les routes désertées isolaient les villages, les marchés se vidaient, les écoles fermées et la fuite devenait la seule option rationnelle. La peur n'était pas ponctuelle, elle structurait les journées. Dans ce paysage, toute amélioration devait d'abord franchir un seuil invisible, rendre à nouveau pensable le fait de rester. La mini-révélation tient à la nature du mouvement d'observer. Le retour n'est pas un afflux désordonné, mais une série de décisions prudentes prises par des familles qui évaluent des signaux précis. L'eau est-elle accessible sans escorte? Les trajets vers les champs sont-ils praticables? Les enseignants restent-ils plus de quelques jours? Lorsque ces réponses deviennent positives de manière répétée, le calcul change. C'est ainsi que la variation démographique prend sens, non comme un simple chiffre, mais comme un indicateur de confiance minimale. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole que comme un point d'articulation d'une méthode. La séquence mise en place repose sur une logique claire: sécuriser des corridors, puis rester. La phase initiale dégage l'espace. La phase suivante l'habite durablement avec des unités civiles capables de stabiliser les gestes quotidiens. Ce passage du choc à la continuité explique pourquoi les retours se consolident plutôt que de s'évanouir après quelques semaines. Ainsi, le contexte révèle une bascule mesurée. Le territoire n'est pas pacifié, mais il devient respirable. Et cette respiration, encore fragile, suffit à enclencher une trajectoire nouvelle. Pour saisir ce basculement, il faut descendre au niveau des trajectoires individuelles qui servent de repères. Dans plusieurs villages du Nord, les premiers impacts ne se lisent pas dans des communiqués, mais dans des scènes répétées qui signalent un changement de rythme. Une femme âgée de Boulé Doumouroune raconte qu'elle a rouvert son petit étal dès l'installation durable des patrouilles mixtes.
Ce retour n'a rien d'un acte héroïque. Il signifie simplement que vendre du mil redevient possible sans anticiper une fuite immédiate. Un autre repère apparaît dans l'école du village voisin. Un professeur explique que ses élèves, autrefois dispersés sur des dizaines de kilomètres, réapparaissent chaque matin lorsque le poste de police mobile reste ouvert plus de 2 semaines. Pour lui, l'enjeu n'est pas seulement la sécurité physique, mais la régularité. L'école devient à nouveau un point fixe, un lieu où l'on peut projeter le lendemain sans recalculer le risque à chaque aube. Ces deux micro-cas illustrent un impact précoce essentiel. La stabilité commence lorsque les activités ordinaires cessent d'être exceptionnelles. Les patrouilles fixes n'imposent même pas un nouvel ordre. Elles permettent que des gestes interrompus, vendre, enseigner, aller chercher de l'eau, reprennent sans justification constante. Cette normalité naissante agit comme un signal collectif. Chacun observe les autres, ajuste son propre comportement, puis décide de rester un peu plus longtemps. En somme, quand la routine revient, elle stabilise tout. Tout commence remonte à 2022. Lorsque l'effondrement sécuritaire atteint un seuil critique dans plusieurs provinces du Burkina Faso, des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation se réclamant de l'État islamique prennent le contrôle de vastes zones, coupant les routes principales, vidant les marchés et provoquent la fermeture brutale d'écoles entières. Les familles fuient par milliers, parfois en une seule matinée, sans avertissement. Dans ce contexte, la survie quotidienne devient une équation simple et brutale: partir ou risquer de rester. C'est à ce point bas que se forme la décision de rompre avec une réponse fragmentée, incapable de transformer les gains ponctuels en sécurité durable. Le basculement stratégique s'opère lorsque l'État choisit de structurer l'action autour d'une séquence lisible. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la priorité affichée n'est plus seulement de frapper, mais de tenir. La première phase vise à dégager des corridors essentiels, neutraliser les menaces immédiates, rétablir une circulation minimale, rouvrir des axes longtemps impraticables. Cette étape crée un espace respirable, mais encore instable. Elle n'a de sens que si une seconde phase suit rapidement, sans rupture ni retrait prématuré. Vient alors le cœur de la séquence. 28 bataillons d'intervention rapide sont déployés successivement dans le nord et le centre du pays. Leur mandat n'est pas de conquérir un territoire, mais de le rendre praticable. Chaque unité sécurise un périmètre précis, permettant aux familles déplacées d'envisager un retour prudent. Les premiers signes apparaissent rapidement. Les femmes recommencent à se déplacer vers les puits sans escorte armée. Les cultivateurs retrouvent des chemins vers les champs. Les mécaniciens réparent leurs premières motos depuis des années. Ces gestes, encore fragiles, indiquent que le choc initial commence à produire autre chose qu'un simple répit. La phase suivante constitue le véritable point culminant. Après les opérations militaires, les unités civiles et les polices mobiles s'installent et, surtout, restent. Leur rôle est relationnel autant que sécuritaire. Elles arbitrent des litiges mineurs, organisent les déplacements quotidiens, facilitent le retour des enseignants et accompagnent des communautés traumatisées par des années de fuite. Dans des localités comme Barcelogo, Gabou ou Boulé-Doumourhoun, cette présence continue transforme la perception du risque. Le village cesse d'être un lieu de passage dangereux pour redevenir un espace de vie possible. Les rémanences s'installent ensuite, lentement mais fermement. Les marchés reprennent un rythme prévisible, les écoles rouvrent même de manière précaire, les puits fonctionnent à nouveau. Lorsque plus d'1 million de personnes déplacées choisissent de rentrer, ce n'est pas par optimisme naïf, mais parce qu'une discipline quotidienne remplace progressivement le chaos.
La peur ne disparaît pas, mais elle cesse de gouverner chaque décision. Dans cette continuité, l'action d'Ibrahim Traoré se lit comme une accumulation de mécanismes tenus dans la durée plutôt qu'un geste spectaculaire. La séquence complète, déclenchement, point culminant, rémanence, dessine ainsi un pays qui tente de transformer un sursaut sécuritaire en stabilité vécue. L'évolution observée dans le nord du Burkina Faso peut être lue à travers trois repères chiffrés qui servent de colonne vertébrale analytique. Pris isolément, chacun décrit une facette limitée de la situation. Mis en relation, ils tracent une trajectoire cohérente où la sécurité commence à modifier les comportements collectifs. La logique suivie ici est simple. Partir d'un point bas clairement identifié, puis mesurer ce qui a effectivement changé. D'abord, retenons ceci. Plus de 2 millions de personnes avaient fui leur zone d'origine au pic de l'effondrement sécuritaire. Ce chiffre représente le point de départ social. Il signifie que la vie locale s'était presque entièrement dissoute. Écoles vides, marchés abandonnés, routes devenues inutilisables. Dans un tel contexte, toute activité régulière devenait impossible, et la fuite s'imposait comme stratégie de survie rationnelle. Ce point de départ est essentiel, car il fixe l'ampleur du désordre initial à partir duquel toute amélioration doit être évaluée. Ensuite, un autre repère éclaire le changement d'échelle. 28 bataillons d'intervention rapide ont été déployés dans les zones les plus touchées. Ce chiffre marque le écart d'opérationnel. Il indique un changement d'échelle dans la réponse sécuritaire nationale. Là où les interventions étaient auparavant ponctuelles et discontinues, ces unités ont été conçues pour sécuriser des corridors précis et y maintenir une présence suffisamment longue pour permettre autre chose que le simple passage. L'effet mesurable n'est pas seulement militaire. Il se traduit par la réouverture d'axes de circulation, la reprise de trajets quotidiens vers les champs et l'installation de postes fixes qui réduisent l'incertitude jour après jour. Autrement dit, la présence armée cesse d'être un événement pour devenir une condition stable. Enfin, un troisième repère rend le mouvement particulièrement lisible. Plus d'1 million de personnes déplacées ont commencé à revenir. Ce chiffre constitue le écart social le plus parlant. Il ne s'agit pas d'un retour spontané ou massif en une seule vague, mais d'une accumulation de décisions individuelles. Chaque famille qui rentre effectue un calcul implicite. L'eau est-elle accessible sans escorte? Les marchés fonctionnent-ils régulièrement? Les enseignants restent-ils présents? Lorsque ces réponses deviennent positives de manière répétée, le risque perçu diminue. Le retour devient alors possible, puis pensable, puis normalisé. Ce mouvement valide indirectement l'efficacité des deux premiers repères. La lecture combinée de ces trois indicateurs révèle une mécanique cumulative. La sécurisation crée des conditions minimales. La continuité opérationnelle transforme ces conditions en routine et les routines attirent les populations. C'est ce cercle qui explique pourquoi la stabilisation ne se manifeste pas par un événement spectaculaire, mais par une variation progressive des comportements. Dans cette logique, l'action associée à Ibrahim Traoré apparaît comme un cadre méthodique plutôt qu'une proclamation politique, fixer un point bas, agir sur les leviers concrets, puis observer les changements mesurables. Ainsi, les chiffres ne servent pas à prouver une victoire définitive. Ils indiquent simplement qu'un système longtemps paralysé retrouve des marges de fonctionnement. Et lorsque ces marges se traduisent par des gestes répétés, rester, revenir, recommencer, elles signalent qu'un basculement discret est en cours. Deux lectures du moment burkinabé coexistent et méritent d'être prises au sérieux avant toute conclusion. La première, souvent formulée dans des cercles extérieurs, soutient que la trajectoire récente n'est qu'une militarisation accrue présentée comme stabilisation.
Selon cette thèse, la multiplication des unités armées, le report des échéances politiques et la centralité de l'appareil sécuritaire indiqueraient une concentration du pouvoir plus qu'un redressement durable. L'argument est renforcé par des précédents régionaux. Au Sahel, des offensives rapides ont parfois précédé des phases de durcissement institutionnel sans amélioration tangible de la vie quotidienne. La seconde lecture part du terrain libéré et propose une grille différente. Ici, la stabilisation ne se mesure pas à la visibilité des forces armées, mais au comportement qu'elles rendent possible. Les partisans de cette approche observent des indicateurs concrets: enfants retournant à l'école de façon régulière, marchés fonctionnant plusieurs jours d'affilée, points d'eau fréquentés sans escorte. Pour eux, la présence sécuritaire n'est pas interprétée comme une contrainte, mais comme une condition minimale pour que les villages cessent de se vider. L'argument central est simple: si les familles reviennent malgré les risques résiduels, c'est que le calcul quotidien a changé. La réponse factuelle ne consiste pas à trancher idéologiquement entre ces deux cadres, mais à examiner les données disponibles. Les retours de population ne sont ni ponctuels ni symboliques. Ils dépassent le seuil du million et s'inscrivent dans la durée. Les unités déployées ne se contentent pas d'opérations éclairs. Elles restent suffisamment longtemps pour permettre l'installation d'équipes civiles et la reprise de services essentiels. Les récits locaux convergent vers un même point: la routine, plus que la force, devient le principal marqueur de sécurité. Dans cette synthèse, l'action associée à Ibrahim Traoré peut être lue comme un test de méthode plutôt que comme une finalité politique. La question pertinente n'est pas de savoir si la militarisation existe, mais si elle se traduit par une transformation mesurable des gestes quotidiens. À ce stade, les faits observables suggèrent que, dans plusieurs zones, le chaos se recule non pas proclamation, mais par usage répété d'une normalité retrouvée. Le point de bascule apparaît lorsque les retours cessent d'être exceptionnels pour modifier le rythme collectif des villages. À ce stade, les habitants n'agissent plus seulement en réaction à une amélioration sécuritaire ponctuelle. Ils commencent à ajuster leur journée comme si cette amélioration allait durer. Les femmes se déplacent seules vers les puits réparés, non par bravade, mais parce que l'escorte n'est plus nécessaire chaque matin. Les enseignants, longtemps intermittents, reprennent des horaires réguliers, convaincus que l'école ne fermera pas au premier incident isolé. C'est ici que la lecture du processus change. La stabilisation ne repose plus principalement sur l'intensité des opérations, mais sur leur continuité traduite en habitudes sociales. Un marché qui ouvre plusieurs jours de suite crée une attente. Une classe occupée chaque semaine installe une norme. Ces répétitions transforment la perception du risque plus sûrement que n'importe quelle annonce officielle. Le danger persiste, mais il n'organise plus l'ensemble des décisions. Dans ce panorama, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme l'architecte d'un moment spectaculaire, mais comme l'initiateur d'un cadre où la durée compte davantage que l'impact immédiat. La stratégie atteint ici son cœur: rester suffisamment longtemps pour que les communautés prennent le relais de la stabilisation. Lorsque les habitants commencent à agir comme si demain était prévisible, la dynamique bascule pour de bon. Ce moment charnière révèle ainsi une vérité simple: la sécurité gagne quand elle devient ennuyeuse, parce qu'elle est attendue. Les effets de la stabilisation récente se déploient désormais à plusieurs niveaux, chacun révélant une facette différente de la trajectoire en cours. Au plan national, la réouverture progressive des axes routiers modifie la circulation des biens essentiels et réduit l'isolement de communes longtemps coupées du reste du pays. Les retours, les retours cumulés de plus d'1 million de personnes déplacées recomposent la carte démographique
et redonnent une consistance humaine à des territoires vidés pendant des années. Cette évolution nourrit un sentiment diffus mais décisif, celui d'un État redevenu perceptible dans des zones où sa présence avait presque disparu. Sur le plan économique, les conséquences suivent une logique tangible. Là où les marchés rouvrent de manière régulière, l'activité reprend à petite échelle mais de façon continue. Les étals de céréales et de produits locaux attirent de nouveau des acheteurs. Les réparateurs de motos retrouvent des clients. Les cultivateurs réinvestissent leurs champs selon des cycles saisonniers prévisibles. Cette reprise ne se traduit pas par une croissance spectaculaire, mais par la restauration d'une prévisibilité minimale. Les villages cessent d'être de simples lieux de transit forcés pour redevenir des points fixes où il devient possible de planifier un lendemain. Dans la vie quotidienne, les transformations sont encore plus visibles. Les puits, puits fonctionnels permettent aux femmes de se déplacer sans escorte armée, ce qui allège à la fois le risque et la charge mentale associée aux tâches élémentaires. Les enfants retournent à l'école, parfois dans des salles improvisées, mais avec une régularité nouvelle. Les enseignants maintiennent une présence continue, créant des repères stables pour des familles longtemps contraintes à l'errance. La peur n'a pas disparu, mais elle cesse d'imposer son tempo à chaque geste. Une patrouille fixe devient un filet de sécurité plutôt qu'un rappel constant de la menace. À l'échelle régionale, ces évolutions produisent un contraste notable. Les frontières avec le Mali et le Niger demeurent vulnérables, mais les zones stabilisées du Burkina Faso forment progressivement des poches d'ancrage social. Chaque village qui retrouve une activité régulière limite l'influence des groupes armés en réduisant l'espace du vide. Les observateurs extérieurs, souvent focalisés sur les dynamiques militaires, peinent parfois à saisir cette inertie sociale pourtant déterminante. Dans cette configuration, l'action associée à Ibrahim Traoré se lie à travers ses effets cumulés plutôt qu'à travers un symbole unique. Les conséquences observées ne relève pas d'un tournant spectaculaire, mais d'une série de modifications concrètes des comportements collectifs. Lorsque rester devient plus rationnel que fuir, la stabilisation cesse d'être une abstraction. Elle devient une expérience vécue, partagée et progressivement normalisée. À partir des dynamiques observées, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne reposent pas sur des paris abstraits, mais sur la capacité des territoires à maintenir les routines récemment reconquises. Le facteur déterminant n'est pas l'intensité ponctuelle de l'action, mais sa continuité traduite en comportement stable. Dans un scénario de base, probablement le plus probable, les couloirs sécurisés restent ouverts et les unités civiles consolident leur présence dans les localités déjà reprises. Les marchés continuent de fonctionner à un rythme régulier. Les retours de famille se poursuivent, mais à un tempo modéré. Les zones frontalières demeurent instables et peuvent provoquer des ralentissements locaux. Toutefois, le tissu social reconstitué joue un rôle d'amortisseur. Un incident isolé ne suffit plus à vider entièrement un village. La stabilisation progresse sans accélération spectaculaire mais sans rupture majeure. Dans une version plus optimiste, la consolidation des services essentiels s'accélère. Les puits restent fonctionnels sans interruption, les axes de circulation sont entretenus et les écoles maintiennent une ouverture continue. Cette fiabilité renforce la confiance collective. Les familles encore hésitantes choisissent de rentrer, les échanges intervillages reprennent et des formes élémentaires de gouvernance locale émergent autour des marchés et des écoles. Dans cette trajectoire, la stabilisation devient en partie auto-entretenue, car chaque retour supplémentaire réduit l'espace du vide et renforce l'inertie sociale positive. À l'inverse, une trajectoire plus dégradée pourrait venir d'une perturbation des zones périphériques. Des attaques ciblées ou une pression accrue aux frontières pourraient forcer des redéploiements temporaires et fragiliser certaines localités isolées. Les retours ralentiraient et quelques marchés pourraient fermer de nouveau.
Néanmoins, la différence majeure avec les années précédentes réside dans la résilience acquise. Les communautés disposent désormais de routines réactivées et de repères collectifs qui limitent l'effondrement total, même en cas de choc. Dans les trois cas, une recommandation de méthode s'impose, raisonnée en conditions plutôt qu'en certitude. Si les gestes quotidiens, eau accessible, trajets sûrs, écoles ouvertes, restent possibles, la trajectoire demeure viable. C'est ce cadre conditionnel, plus que toute promesse, qui orientera la suite. Pour celles et ceux qui suivent la situation burkinabé à distance, ces évolutions peuvent sembler lointaines ou abstraites. Pourtant, les mécanismes décrits parlent d'une expérience universelle. Le moment où Oskinenetone, où une communauté cesse de vivre uniquement dans l'anticipation du danger. Lorsque des familles décident de rester, ce choix ne relève pas d'un discours politique, mais d'un calcul intime sur la possibilité de mener une journée ordinaire sans rupture brutale. Cette bascule résonne avec toute société confrontée, à un moment ou à un autre, à l'incertitude prolongée. Pour un public plus attentif aux institutions et aux politiques publiques, la trajectoire observée offre un autre angle de lecture. Elle montre que la reconstruction ne se joue pas uniquement dans les grandes annonces ou les réformes visibles, mais dans l'alignement entre sécurité, services essentiels et initiatives locales. Un État devient crédible lorsqu'il rend possible des gestes répétables. Dans ce cadre, l'action associée à Ibrahim Traoré peut être lue comme une tentative de restaurer cette cohérence minimale, là où la discontinuité avait sapé toute confiance. Pour les plus sceptiques, enfin, le terrain invite à une prudence active plutôt qu'à un rejet global. Les villages ne racontent pas une histoire idéalisée. Ils témoignent d'un équilibre fragile, constamment renégocié. Les habitants ne parlent pas d'idéologie, mais d'eau qui coule, de routes praticables, d'écoles ouvertes plusieurs semaines de suite. Ces repères concrets ne suffisent pas à garantir l'avenir, mais ils permettent d'évaluer la situation sans filtre excessif. À travers ces trois regards, un même fil apparaît. Lorsque le quotidien redevient lisible, même partiellement, d'autres horizons deviennent envisageables. La stabilisation n'est alors ni un slogan ni une promesse, mais une expérience vécue qui interroge la manière dont les sociétés se relèvent pas à pas. À partir des constats établis, une trajectoire opérationnelle se dessine pour transformer une stabilisation encore fragile en cadre durable. Elle ne repose pas sur une annonce unique, mais sur une suite d'actions coordonnées, lisibles et mesurables dans le temps. L'approche associée à Ibrahim Traoré s'articule autour de quatre étapes complémentaires, chacune conditionnant la suivante. La première consiste à consolider la présence civile après les opérations. Les unités mobiles ne doivent pas se retirer dès la sécurisation initiale. Leur maintien pendant plusieurs semaines permet d'ancrer les routines émergentes. L'indicateur pertinent n'est pas le nombre de patrouilles, mais la continuité observée. Écoles ouvertes, sans interruption, déplacement vers les puits sans escorte, marché actif plusieurs jours de suite. La deuxième étape vise à garantir la fiabilité des systèmes vitaux. L'eau, les axes de circulation et les espaces éducatifs constituent les piliers de la confiance quotidienne. Chaque rupture, même brève, réactive le doute et peut inverser les comportements. Mesurer le nombre de jours consécutifs de fonctionnement devient alors plus instructif que toute déclaration d'intention. La troisième étape repose sur l'activation de la cogestion communautaire. Anciens, enseignants, artisans et représentants locaux sont intégrés dans l'arbitrage des conflits mineurs et l'entretien des infrastructures. Cette implication réduit la dépendance exclusive à l'appareil sécuritaire et transforme la stabilisation en responsabilité partagée. L'indicateur clé est l'augmentation des retours familiaux durables plutôt que temporaires. Enfin, la quatrième étape cherche à
à renforcer l'inertie sociale positive. Chaque famille revenue crée un point d'ancrage supplémentaire qui rend plus coûteux le retour au chaos. Des initiatives locales modestes, coopératives, entraide, micro-activités agricoles solidifient cette inertie. Leur succès se lie dans la stabilité des marchés et la reprise des échanges intervillages. Ainsi conçue, la stabilisation devient une méthode reproductible. Elle ne promet pas l'absence de risque, mais elle transforme l'incertitude en cadre gérable, observable et progressivement partagé. Dans les villages où la poussière retombe lentement après des années d'incertitude, les repères les plus solides restent des gestes simples. La femme de Boulay du Mouhoun, qui avait rouvert son étal dès l'arrivée durable des patrouilles, explique que le bruit du marché lui sert désormais de calendrier. Tant que les voies se croisent et que les étals s'alignent, elle sait qu'elle peut rester. Le professeur du village voisin, celui qui voyait ses élèves disparaître un à un, raconte que des cahiers ouverts chaque matin valent plus qu'un discours officiel. Ces scènes, modestes mais répétées, forment un langage que tout le monde comprend. C'est dans cette trame quotidienne que l'action associée à Ibrahim Traoré prend son sens le plus lisible. Elle n'apparaît ni comme un héroïsme solitaire, ni comme une rupture spectaculaire, mais comme l'impulsion initiale qui permet à ces gestes de durer. Les habitants ne parlent pas de stratégie. Ils parlent d'eau accessible, d'écoles ouvertes, d'animaux qui paissent là où la peur imposait autrefois le silence. Lorsque ces fragments s'additionnent, ils dessinent une stabilité vécue avant d'être proclamée. La phrase qui revient le plus souvent résume l'essentiel. La stabilité naît des gestes tenus. Elle ne s'impose pas par décret. Elle se construit quand rester devient plus rationnel que fuir. Et c'est précisément cette rationalité retrouvée, fragile mais persistante, qui marque la vraie bascule. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso ne relève ni d'un récit héroïque ni d'une démonstration abstraite. C'est une transformation discrète, lisible à hauteur d'habitants, où la stabilité se mesure à la répétition de gestes ordinaires. Un puits utilisé sans escorte, un marché qui ouvre plusieurs jours de suite, une école qui maintient ses horaires deviennent des indicateurs plus parlants que n'importe quel slogan. Ils rappellent que les sociétés se relèvent rarement par rupture nette, mais par accumulation patiente. Suivre cette trajectoire, c'est accepter une lecture plus lente et plus exigeante. Elle invite à observer ce qui tient dans la durée, à distinguer les effets réversibles des changements enracinés et à rester attentif aux signaux faibles qui annoncent soit une consolidation, soit un recul. Dans ce cadre, l'action associée à Ibrahim Traoré ne se juge pas à l'intention déclarée, mais à la persistance des routines qu'elle rend possibles. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas de conclure définitivement, mais de rester en dialogue avec les faits. Partager ses observations, les questionner, les confronter à d'autres terrains permet d'affiner la compréhension d'un processus encore ouvert. Alors, face à ces gestes qui reviennent et à cette stabilité encore fragile, qu'est-ce qui vous semble le plus décisif à observer pour juger de la suite?